Je vais vous parler des learning analytics, notamment par rapport à ce qu'on fait chez TI et tous les défis qu'il y a autour de cet enjeu-là. Alors, je vais vous parler avec ma casquette de formateur. Je suis un spécialiste de données, des systèmes de données. Donc, moi, je vais vous parler de ma position à moi, de comment on peut mobiliser ça, et la sécurité qui est accordée, et ce vers quoi on va dans la formation et dans l'accompagnement qu'on va pouvoir amener à nos apprenants. Bien sûr, je vais vous soulever toutes les questions éthiques qui sont liées à ça, de par ma position. Donc, je ne vais jamais rentrer dans le détail de comment on peut faire pour répondre à tous ces enjeux au niveau technologique, mais je vais vous donner l'explication globale de ce qu'on a mis en place en termes de sécurité. Donc les learning analytics, je vais beaucoup utiliser learning analytics, c'est les données d'apprentissage en français. Donc c'est le principe de la collecte, de l'analyse et de l'interprétation de toutes les données qu'on va pouvoir recueillir sur l'usage du numérique, et notamment chez nous du jeu vidéo, au cours de l'apprentissage. Donc c'est ce qu'on va utiliser, nous, pour évaluer, améliorer, accompagner les pratiques pédagogiques. Et pourquoi on l'utilise en jeu vidéo? On peut en mettre partout. On va pouvoir recueillir plein de choses. D'ailleurs, est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'on peut mesurer dans un jeu vidéo en termes de données? Le temps moyen passé, le score, connexion, erreur, le taux de réussite, un peu tout ça. On peut mesurer énormément de choses en fait. Si vous avez l'habitude de regarder un petit peu comment on analyse vos usages sur Internet, imaginez-vous que dans un jeu vidéo, c'est pas exactement la même chose. On va pouvoir savoir où est-ce que vous avez cliqué, qu'est-ce que vous avez regardé plus en détail, est-ce que vous avez réussi, pas réussi, est-ce que vous avez ouvert un document qui était utile pour le jeu, peut-être que vous ne l'avez pas du tout ouvert. Est-ce que ça vous a empêché de réussir le jeu? Vous ne pas ouvrir ce document. Oui, non. Et tout ça, on va pouvoir le mettre aussi en corrélation avec, dans d'autres cas, avec l'ensemble des autres jeux. L'avantage de ce qu'on est en train de développer, je vous montrerai juste après, c'est de pouvoir créer des profils à chacun de nos apprenants. En fonction des choses qu'on va pouvoir détecter dans les jeux, on va pouvoir améliorer l'accompagnement de chacun des étudiants, parce qu'on va avoir détecté au fur et à mesure de son usage certains éléments qui vont se répéter, des motifs qui vont se répéter, et qui vont nous permettre de lui faire des feedbacks personnalisés, des propositions personnalisées par rapport à ces problématiques qu'il peut rencontrer, ou à ses facilités. Peut-être qu'il y a certaines facilités qu'on peut aller plus vite sur certains éléments. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de commencer à mesurer. On n'a pas encore une réflexion avec le public, comme vous connaissez juste avant, sur ces effets-là, mais on est en train de les mesurer et ça va publier l'année prochaine. Et je vais vous détailler un petit peu comment on fait, comment on mesure tout ça, et comment on arrive à sécuriser tout ça. Parce qu'il y a un gros enjeu éthique de sécurisation sur ce dossier. Vous avez déjà une question? Ces données aussi sur un panel de joueurs, s'il y a des éléments qui sont redondants, qui se ressemblent, ça peut permettre aussi de corriger des erreurs peut-être dans le gameplay et de revoir justement des trucs qui n'iraient pas pour ajuster certaines des étages. En effet, c'est très riche aussi en termes d'accompagnement, même dans la partie création du médium. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir savoir si par exemple un médium ne marche pas. Typiquement, je disais tout à l'heure qu'on avait une dizaine de jeux qui sont en cours de prototypage. Il y en a 5 qui sont déjà jouables par n'importe qui. Mais moi, vous, ce soir, si vous allez tout en bas de votre site internet, vous allez voir, il y a une petite partie qui s'appelle le lab. Dedans, vous allez trouver des jeux qu'on ne diffuse pas réellement, mais dont on laisse la possibilité d'usage et de téléchargement. C'est des jeux qui sont en version prototype. Actuellement, ces jeux-là, on mesure leur efficacité dans des groupes cibles. Donc chacun des partenaires qui les ont mis en place avec nous sont en train d'évaluer leur usage. Donc à la fois avec les données qu'on est en train d'extraire, pour l'instant surtout en
ateliers dirigés. Puisque les données qu'on est en train de mesurer seront accessibles pour chacun des enseignants à partir de la fin de la semaine sur le portail du projet. Je reviens sur la présentation. Donc en effet, on va pouvoir mesurer toutes les choses, donc on les a évoquées ensemble. On va pouvoir identifier des besoins spécifiques pour chacun des apprenants. Et surtout, on va pouvoir aussi nourrir de la recherche autour de ça. Comme ça fait mon collègue juste avant. C'est que l'idée, c'est à la fois de proposer un service aux pédagogues, un service aux étudiants et étudiantes, mais aussi de pouvoir alimenter de la recherche. Actuellement, nous, on diffuse des jeux pour 700 000 étudiants. Donc ça vous donne un petit peu la masse de données qu'on peut recevoir, qu'on est en capacité de recevoir sur l'ensemble de ces étudiants. Ça représente 26 établissements du supérieur. Donc ça nous permet d'avoir un grand nombre de données qui peuvent nous aider à conduire des études quantitatives et qualitatives sur l'usage des jeux et sur ce que ça peut permettre ou non. L'étude peut montrer qu'à la fin, le bénéfice est nul. Et c'est important de le savoir quand même. Jusqu'à présent, il y a assez peu d'études qui nous permettent de le savoir. Au-delà de l'engagement et de la satisfaction d'avoir pu réaliser un jeu, est-ce que ça a un impact bénéfique sur l'apprentissage? Pour le savoir, il faut avoir des données. Et avoir des données, au-delà de simplement observer, c'est assez peu évident. Il y a un enjeu d'interopérabilité, j'en parle aussi. Donc dans les grands défis qu'il y a autour de tout ça, parce que c'est très beau, il y a plein de choses positives à faire autour de tout ça, il y a quand même un gros aspect autour de la vie privée. Est-ce que j'ai le droit de savoir, moi, en tant que formateur, que mon étudiant s'est connecté à 23h47 hier soir pour jouer au jeu, alors que l'examen est ce matin à 8h? Est-ce que c'est important pour moi de le savoir? Pas sûr. Se soit connecté, oui, pourquoi pas. En tout cas, il y a plein d'enjeux. Je vous ai donné quelque chose d'assez caricatural. Il y a plein d'enjeux éthiques autour de quel type de données on va pouvoir recueillir sur nos étudiants et apprenants, même si c'est lié à l'apprentissage. C'est très caricatural ce que je vous ai donné, mais il y a pas mal de ce type de discussions qui ont lieu au sein même de notre consortium. Et c'est des questions qui ne sont pas réglées de la même façon dans chacune des universités. Donc, il y a des discussions animées au sein du consortium pour essayer d'établir des chartes qui vont permettre à nous d'avoir une unité de traitement des données pour chacun des établissements, mais aussi que chacun des établissements soit au courant de comment ça se passe dans l'établissement un peu, malgré le fait qu'il y ait des lois sur l'usage de ces données. Donc pour notre part, ce qu'on a mis en place, c'est un traitement en edge computing, c'est un reprend en grande partie ce qui peut être fait en termes de santé avec les hôpitaux, c'est-à-dire que chacune des données vont être traitées en local par chacune des universités. Donc chacun des étudiants qui va se connecter avec ses identifiants de son université et va pouvoir accéder à l'ensemble du contenu de son université. Les données qui vont être recueillies sur cet étudiant-là vont être traitées seulement en local, par son université. Sur les serveurs de son université, donc au même endroit où il y a l'ensemble de ses données universitaires. Nous, au niveau national, la collecte de données se fait complètement en termes de cohorte. On n'a aucune visibilité au niveau personnel de chacun des étudiants. Ce qui fait qu'il n'y a pas de transit de données entre chacune de ces structures. La structuration qu'on a mise en place va permettre aussi à un enseignant-chercheur de faire des recherches en faisant appel à des données d'une autre université. Et dans ce cas-là, de nouveau, il n'aura pas accès au profil de chacun des étudiants. Tout sera protégé. Il n'y a jamais de transit du profil des étudiants. Donc ce qu'on a mis en place, c'est un ensemble dans chacune des universités, on met en place un serveur qui va avoir une couche logicielle qui va nous permettre de faire ce type de traitement et qui va permettre sur l'université de pouvoir accompagner chacun des étudiants. En dehors de l'université, l'étudiant, ce profil ne sera jamais communiqué. Moi, je ne peux pas accompagner un étudiant de telle ou telle université. Je n'ai pas accessible. Par contre, en tant qu'enseignant dans une université, je peux avoir accès
un certain nombre de données liées à mes propres études d'orthographie, en fonction des droits qui m'ont été accordés par mon université. Donc l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir mieux accompagner nos apprenants, avoir l'ensemble des données nécessaires pour les accompagner le plus efficacement possible, avec tout ce qu'on arrive à mesurer dans le jeu vidéo. Derrière ça, c'est ce qu'on essaie de mettre en place pour les prochaines années, je ne vais pas dire moi, parce que c'est d'essayer d'avoir un traitement de tout ça via IA, et de pouvoir avoir un ensemble de profils personnalisés qui vont être mis en place et proposés aux enseignants pour accompagner des profils spécifiques. Donc on va avoir un ensemble de conseils qui vont être proposés par l'IA, supervisés par les enseignants, et qui vont aussi permettre au jeu de s'adapter en temps réel au profil de l'étudiant. Donc c'est pas tout de suite, mais l'objectif est là, et d'avoir une IA souveraine qui veut permettre pour l'ensemble des établissements supérieurs. Et tout ça, ça demande un grand nombre de données, qui nous est permis par la mise en place technologique que je vous ai déjà détaillé tout ça. Et au-delà de ça, une fois qu'on a fait ça, donc il y a tout un aspect interopérabilité, parce que quand on est chez nous, c'est nos jeux, donc on arrive à bien maîtriser ce qu'on a mis à l'intérieur comme données, comment on les récupère, pour quelle forme elles ont. L'autre question après, c'est une fois qu'on est en dehors de chez nous, de notre écosystème, comment est-ce qu'on fait pour étudier ce qui se passe sur d'autres environnements, type par exemple, ou dans d'autres sur Google. Qu'est-ce qui peut se passer dans d'autres pays? Donc tout ça, on travaille de façon collégiale avec un ensemble de partenaires européens pour créer un espace sécurisé d'interopérabilité des données, pour qu'on puisse faire de la recherche souveraine sur ces éléments-là au niveau européen, et qu'on ait le même niveau de précision, la même précision de données entre les différents pays, et qu'on puisse vraiment mener de la recherche sur le numérique et l'apprentissage par le numérique. Un grand enjeu avec pas mal d'efforts faits par la Commission européenne là-dessus. Le projet s'appelle Prometheus. Oui, j'ai oublié de dire qu'on avait un comité scientifique, bien sûr, qui gère tout ça. On ne peut pas faire ça tout seul. Donc on va récupérer chacun des établissements deux personnes spécialistes du sujet qui vont participer à la rédaction de ces chartes, de ces conventions qu'on va mettre en place au niveau. Donc on ne peut pas faire ça tout seul. Au-delà des réflexions au niveau européen, au niveau national avec les différents partenaires que j'ai cités précédemment, on est obligé de mettre tout ça en place aussi avec des spécialistes de chacun des établissements. Et encore, on n'est pas la personne qui représente notre comité scientifique n'est pas la bonne personne. On rajoute des gens techniques qui ont chacune des universités qui vont nous aider et qui sont spécialistes des systèmes d'information. Donc vous avez compris, il y a quand même un certain enjeu de ne pas laisser volatiliser ces données des apprenants. Parce que quand on file ces données d'apprenants à des structures privées, on ne sait pas trop ce qu'elles vont faire de ces profils d'étudiants et la façon dont elles vont les agréger, les mobiliser, notamment dans des boîtes privées ou des boîtes qui partent avec des données qui vont à l'étranger. D'où le fait qu'on ait développé tout ça. Et tout ça a été demandé par les universités pour qu'on puisse le faire. Tout ça nous amène de plus en plus à travailler vers une approche par compétences. Parce que l'évaluation dans les jeux vidéo va nous permettre de mobiliser, d'évaluer un certain nombre de compétences. Et pour les représenter, on est bien obligé de travailler sur un ensemble d'opérateurs, un ensemble de critères d'évaluation qui sont basés là-dessus. Donc tout le travail aussi avec Prometheus au niveau européen, c'est de proposer un ensemble de critères d'évaluation qui vont nous permettre de catégoriser des compétences et de pouvoir les faire transposer dans d'autres contextes que le nôtre.
Et donc sur ça, et là c'est tout récent, on est en train de travailler sur le projet Memorae, donc un ancien projet qui avait été développé par l'UTC, sur des cartes de compétences, une visualisation de cartes de compétences. Et donc actuellement, là c'est en cours en ce moment, on est en train de développer un ensemble d'outils qui permettront cette visualisation de compétences attachées à l'ensemble des données qu'on a mobilisées, qu'on arrive à recueillir, pour proposer à la fois des feedbacks personnalisés, mais aussi proposer des ressources en lien avec certaines compétences, des éléments qu'on a pu détecter chez l'étudiant, avoir un espace d'intelligence artificielle ou de recherche algorithmique qui va nous permettre de nous donner certaines suggestions pour accompagner. Donc on va pouvoir créer des grands arbres de compétences qu'on va pouvoir visualiser pour mieux appréhender la formation à la fois initiale, mais aussi la formation tout au long de la vie. À travers tout ça, et c'est là qu'on rejoint l'univers de la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire qu'au-delà de notre formation initiale, on va mobiliser le GCE, on va pouvoir détecter comme compétences et des choses qu'on va pouvoir utiliser plus tard, une fois qu'on est sorti des études. Et cet aspect-là est assez présent dans beaucoup de projets d'accompagnement et d'action vers le travail, vers la formation continue. En fait, il y a des choses qui sont communes avec l'ensemble de ces questions-là. Et l'approche par compétence est une des réponses possibles à une transition, en tout cas une frontière poreuse qu'il y a entre ces différents types de formation. Et donc, Memorae, en tout cas, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est ce qu'on va proposer, ce qu'on proposera. C'est une sorte de portfolio qui permettra justement de poursuivre cette mise en place, cette mise en avant de différentes compétences qu'on peut avoir, mais aussi peut-être des choses qu'on peut travailler et améliorer. Et je vous passe le détail, mais c'est pour les amoureux des beaux schémas. Pour ceux qui ont envie de savoir technologiquement comment ça marche, notre système, notre architecture d'Edge Computing, je vous invite à aller voir le superbe article qui a été publié dans Springer Nature de Suleyman et Al en 2020, l'année dernière. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des spécifications techniques de la mise en place de l'architecture de notre plateforme. Qui, comme vous le voyez, est assez intéressante, même si vous n'êtes pas spécialiste. Et en quelques mots, si vous n'avez que ça à retenir de cette après-midi, avec moi, en tout cas sur la partie évaluation des niveaux analytics, c'est que les bénéfices qu'on va pouvoir avoir sont liés à la personnalisation, l'optimisation des jeux et de l'apprentissage. L'idée d'essayer de rendre plus équitable l'accès à ce qu'on va proposer en termes de formation. C'est aussi tout un rapport à la recherche et à l'évaluation de ce qu'on va proposer. Comprendre ce qu'on propose, pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que ça marche déjà? Première question. D'avoir un certain nombre de volumes de données qui vont nous permettre de créer de l'IA spécifiques liées à l'enseignement supérieur, et aussi développer l'approche par compétences, qui vont nous permettre d'avoir un certain nombre de profils et de pouvoir rentrer à l'intérieur des profils pour pouvoir mieux les accompagner. Et tous les aspects qu'on a évoqués en termes de défis, l'éthique, la vie privée, et un gros défi qui est beaucoup moins présent qu'on voit, qui est moins facile de toucher du doigt, c'est l'interopérabilité des données, afin de permettre que l'ensemble des services qui sont associés à l'apprenant tout au long de sa vie puissent opérer le mieux possible. Et merci.